Alors, la décennie qui arrive, en tout cas la décennie 2020-2030, va être exceptionnelle pour nous qui aimons bien le progrès. Parce que justement, ça va être une décennie qui va peut-être ressembler à ce qu'était le début de la Renaissance, ou la Belle Époque, ou la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est le moment où un grand nombre d'innovations vont arriver à maturité. Alors, des innovations, il y en a déjà beaucoup, des inventions, il y en a eu plein par le passé. Des innovations, c'est-à-dire le fait que des inventions sont en train d'entrer progressivement dans l'économie de marché. Évidemment, c'est un phénomène qui commence à monter, hein. On parle beaucoup de vagues d'innovation, mais la décennie 2020-2030, c'est un moment où ces innovations arriveront à maturité. Donc ce sera véritablement un moment de croissance partagée, extraordinaire pour tous. Alors la difficulté, c'est d'y arriver. La difficulté, c'est maintenant, c'est d'aujourd'hui jusqu'à la décennie 2020-2030. Et pour bien comprendre ce qui se passe, le secteur de la santé est quelque chose qui est absolument extraordinaire, puisque c'est dans le secteur de la santé qu'il y a le plus d'innovation. La grande vague d'innovation technologique, vous la voyez dans le secteur de la santé, et vous voyez un grand nombre de ces applications dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ce secteur est très intéressant. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle ce secteur est très intéressant. C'est que c'est le secteur dans lequel vous avez le hiatus le plus important entre la vitesse à laquelle vont les innovations et la vitesse à laquelle va l'économie et la rigidité des organisations. Alors pour bien comprendre ce qui va se passer, pour bien comprendre ce point, vous avez un économiste, un immense économiste de référence. C'est bien évidemment Marx. Si vous comprenez bien Marx, si vous comprenez bien la thèse marxiste, vous savez très exactement pourquoi le secteur de la santé va connaître une transition qui sans doute sera difficile jusqu'à cette fameuse décennie 2020-2030. Parce que chez Marx, pour le dire de façon schématique mais néanmoins juste, vous avez deux grandes parties, vous avez deux grands ensembles dans la société. Vous avez ce que Marx appelle l'infrastructure. L'infrastructure, ce sont les facteurs de production et ce qu'il appelle les rapports de production, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que les facteurs de production s'assemblent. Est-ce que c'est plutôt l'esclavage? Est-ce que c'est plutôt le salariat? Est-ce que c'est plutôt le servage? Est-ce que c'est plutôt l'auto-entrepreneur? Ça, c'est l'infrastructure. Et puis vous avez tout le reste, ce qu'il appelle la superstructure. La superstructure, c'est le droit, c'est la politique, c'est les arts chez Marx, et puis ce sont aussi les organisations. Et ce qu'explique bien Marx, c'est que les difficultés sociales, la révolution, et même le rôle historique de la révolution, c'est justement de remettre en accord la superstructure et l'infrastructure. Parce que vous avez des périodes où l'infrastructure, elle bouge beaucoup, et la superstructure, je dirais quasiment par définition, elle est rigide. Il ne faut pas trop en demander à l'État ou au droit. Ce sont les domaines du conservatisme, ce sont les domaines de la rigidité, c'est quasiment dans leur essence. Eh bien, dans le secteur de la santé, c'est très exactement la difficulté qui va se poser ces prochaines années. Parce que ces grandes révolutions dans le secteur de la santé, ces grandes révolutions technologiques, quelles sont-elles? Vous avez par exemple la génétique. Mon ami Laurent Alexandre, qui parlera après moi, détaillera sans doute ce point. La génétique qui va permettre de nous diriger vers des traitements qui de plus en plus seront des traitements ciblés, qui permettra même sans doute, dans une certaine mesure, d'éviter les maladies. Donc la grande révolution de la génétique, et puis la grande révolution de la biologie moléculaire, qui permettra, par exemple, entre autres, de fabriquer des organes à partir de cellules souches. Ça, ce sont des données qui sont incroyablement nouvelles, ce sont des phénomènes de destruction créatrice, pour reprendre un autre immense économiste qui s'appelait Schumpeter. Schumpeter nous dit l'innovation, la génétique, la biologie moléculaire, ce sont des choses extraordinaires, parce que ça va nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps, Laurent Alexandre en parlera. Ça va nous permettre de vivre plus longtemps, donc ce sera bon pour nous, ce sera bon pour la société, mais en plus, ce sont des innovations qui seront génératrices d'activité, de croissance économique, mais dans un second temps. Parce que justement, c'est de la destruction créatrice. Schumpeter dit très exactement dans sa théorie de l'évolution, l'innovation ne naît pas de l'ancien, l'innovation naît à côté de l'ancien. La nouveauté naît à côté de l'ancien et lui fait concurrence jusqu'à le tuer. Je peux vous dire que quand vous fabriquez des médicaments, vous n'avez pas intérêt à la génétique. Parce que vous n'avez pas forcément intérêt à ce qu'on puisse prévenir les maladies. Parce que quand vous fabriquez des médicaments, le bon business model, en quelque sorte, c'est de vendre des médicaments longtemps à des gens qui sont suffisamment malades pour prendre des médicaments, mais pas trop malades pour rester en vie. Alors quand on vous dit on va éviter ça, évidemment, ça n'arrange pas vos affaires, parce que vous avez intérêt à avoir des gens qui sont malades. C'est un exemple typique de destruction créatrice. Et la destruction créatrice, chez Schumpeter, c'est bien de la destruction créatrice, hein. C'est pas de la création destructrice.
C'est-à-dire que la destruction précède la création. Si vous voulez comprendre ce qui va se passer dans le secteur de la santé, regardez un secteur qui est toujours en avance sur les autres, toujours. C'est le secteur de la musique. Dans le secteur de la musique, il y a 15 ans, vous avez eu tout un tas d'innovations technologiques qui ont tué les business models existants, qui ont entraîné une réduction de moitié de la taille des maisons de disques, des acteurs existants. Et aujourd'hui seulement, on commence à trouver de nouveaux business models. Vous avez seulement aujourd'hui des business models qui commencent à émerger et à être rentables. Le téléchargement légal, les plateformes sur lesquelles vous pouvez payer pour télécharger, le streaming gratuit ou payant, mais le gratuit finalement est financé par la publicité. Donc ce sont des business models qui émergent et qui aujourd'hui permettent de relancer le secteur. C'est pour ça que vous avez un autre penseur qui vous sera très utile pour comprendre ce qui se passe ces prochaines années. J'ai parlé de Marx, j'ai parlé de Schumpeter. L'autre penseur, le troisième, s'il faut en retenir simplement trois, c'est Darwin. Les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent à leur environnement. Mais c'est très exactement la même chose pour une organisation. Les organisations qui survivent sont celles qui s'adaptent à leur environnement. Et le gros travail intellectuel que nous avons à faire dans le domaine de la santé, c'est bien celui-ci. Comment faire en sorte que les organisations qui existent, qu'il s'agisse de l'hôpital, qu'il s'agisse de la corporation des médecins généralistes, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, comment faire en sorte pour que ces institutions s'adaptent à cet environnement technologique qui est en train de changer à une vitesse inconnue jusqu'alors. Et je reviens sur la différence entre l'infrastructure et la superstructure, ce dont je parlais tout à l'heure. Elle est bien là, la difficulté, elle vient bien du fait que du côté des innovations, ça bouge énormément, mais en revanche, l'hôpital est rigide, la corporation des médecins est rigide, l'assurance maladie est rigide. Et si nous ne voulons pas qu'il y ait une révolution dans ce secteur, la fameuse révolution marxiste qui remet tout le monde d'accord, il faut réfléchir dès maintenant, avant que ce ne soit subi, à la façon dont on va pouvoir changer les choses. Je vais vous donner un exemple précis, un exemple très précis, l'exemple du cancer. On est en train de développer ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire des thérapies qui vont aller directement attaquer la tumeur, une tumeur précise. À la limite, pour un patient, les Américains disent « one patient, one pill », une pilule pour un patient. Comprenez bien que quand vous descendez à un niveau d'individualité aussi important, vos coûts explosent parce que vous ne pouvez jamais faire d'économie d'échelle, vous ne pouvez pas amortir votre médicament sur un grand panel de malades. Donc vous avez des coûts qui sont très importants. Et c'est ça qui est efficace du point de vue de la santé publique. Mais néanmoins, ça coûte cher. Et notre contrat social en France, c'est bien évidemment d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Et puis la demande sociale, elle est forte. La demande sociale, elle est déjà forte pour avoir du travail ou pour partir relativement tôt en retraite. Alors pour vivre longtemps, la demande sociale est encore plus forte. Donc il faudra répondre à cette demande sociale. Ça veut dire que nos structures de prise en charge, comme l'assurance maladie, devront s'adapter. Ça veut dire que sans doute il faudra choisir. Il faudra choisir entre la prise en charge du rhume et la prise en charge du cancer. C'est-à-dire que nous avons un fantastique débat devant nous, qui est peut-être d'ailleurs le seul débat qui vaille pour ces prochaines années, ou en tout cas le plus important. C'est celui de l'assurance versus solidarité. Qu'est-ce qui relève du domaine de l'assurance? Qu'est-ce qui relève du domaine de la solidarité? C'est la seule façon de faire en sorte de conserver un pays qui soit équitable. Et ce dont je suis en train de parler pour le cancer se posera pour d'autres types de pathologies. Les médecins généralistes, qui à mon avis peuvent être mis au cœur du système de santé, devront aussi s'adapter. Il faut sans doute les faire travailler moins et les payer davantage. Ce que je veux dire par là, c'est que les médecins généralistes aujourd'hui sont payés à l'acte. Mais quelle absurdité! Moi, je raconte toujours cette anecdote. J'ai voulu payer ma fille qui a 7 ans à l'acte. Je lui ai dit, à chaque fois que tu refais ton lit, je te donne 1 euro. Et évidemment, elle fait son lit 6 fois par jour. C'est ça le paiement à l'acte. Donc il faudra maintenant qu'on soit un peu plus intelligent, justement pour rentrer dans une logique d'efficience qui nous permette de nous adapter pour que nous puissions bénéficier de ces extraordinaires évolutions technologiques qui, d'une part, nous permettront de vivre mieux et qui nous permettront aussi de nous enrichir. Et pour bien garder ça en tête, je vous ai parlé de Marx, je vous ai parlé de Schumpeter, je vous ai parlé de Darwin. Je vais terminer en vous parlant d'un cinéaste, d'un réalisateur, Luchino Visconti. Vous avez vu Le Guépard, hein?
Vous avez vu le guépard, c'est une extraordinaire histoire schumpeterienne, le guépard. Hein. C'est l'émergence de la classe moyenne au XIXe siècle en Italie qui bouleverse toutes les structures politiques et qui notamment bouleverse l'aristocratie. L'aristocratie qui est incarnée par Burt Lancaster. Et Burt Lancaster a cette phrase qui est un peu devenue un cliché, mais qui est une phrase extraordinaire et qui doit nous aider à réfléchir notamment à l'évolution du secteur de la santé. Burt Lancaster dit au fond, pour que rien ne change, c'est-à-dire pour que nous restions une société de progrès, justement, et de progrès partagé. Pour que rien ne change, eh bien, nous allons devoir tout changer. J'ai fini.